Euh, On est ravis. On vous écoute. je salue Lauriane Rossi, l'ensemble des participants à cette table ronde. Beaucoup m'ont sollicité sur différents points. Je vais essayer, d'autant que j'ai pris un peu de retard, de faire juste quelques focus. D'abord sur la crise. La crise a frappé le ferroviaire un peu plus que les autres secteurs, puisqu'il y a eu 3 chocs sur le ferroviaire cette année en France. Le premier choc a été celui du mouvement social de décembre-janvier. Le deuxième choc, celui du premier confinement. Le troisième choc, celui que nous vivons aujourd'hui. Et sur l'année, on estime que sur les longues distances, on sera à 30% d'activité en moins, de passagers en moins, 20% au moins sur le TER et le francilien. Mais avant ce triple choc, pour voir la place qu'occupe le ferroviaire dans la mobilité, il faut savoir qu'en France, on fait globalement 1000 milliards de kilomètres par an. Et que sur ces 1000 milliards, il y en a 10%, un petit 10%, qui se font en train, ce qui est plus que dans la moyenne de tous les pays européens, qui est plus d'ailleurs que dans tous les pays européens, mais que ces petits 10% ont tendance à stagner dans notre pays, alors que dans les autres pays où on est à 7 ou 8%, ça augmente, et que dans ces 9 ou 10%, ça correspond à peu près sur les trains à un petit 4 millions d'usagers par jour, donc 90% sur le transport du quotidien, les TER, le francilien, les transports parisiens, et 11 000 circulations de trains. Ça, c'était avant le Covid, avec un taux d'occupation moyen qui est inférieur à 50% et qui, dans les TER, est aux environs de 25%. Ça, c'était avant. Le Ça dépend modèle des horaires économique. quand même. Ça dépend des horaires aussi, hein, si je peux me permettre. Oui, c'est la moyenne. C'est la Oui, moyenne. d'accord. Oui, oh là là, il y a des trains qui sont à 150% et il y a des Voilà, trains c'est qui ça le sont à problème. 10%. Ça, c'est Voilà. clair. Ce qu'on appelle le mass transit, c'est-à-dire les trains du matin et les trains de la fin de l'après-midi sont largement bondés. Les trains intermédiaires, aux horaires intermédiaires, le sont beaucoup moins. Je vous parlais de moyenne. Sur le modèle économique, et ça c'est très important par rapport à l'avenir, euh, le TGV pour le système ferroviaire français était au cœur du système économique, c'est-à-dire le TGV, la rentabilité du TGV et son processus d'élargissement à une nouvelle clientèle avec le Ouigo était au cœur du réacteur de l'efficacité économique du système ferroviaire. Et Un le peu trop TER, peut-être si je peux me permettre par rapport à toutes les questions qu'on a eues là, hein, excusez-moi, sur justement la politique du tout TGV qui a conduit, à délaisser certains territoires et à faire que oui, des lignes soient oui, abandonnées. oui. Alors là, Excusez-moi, hein, je excusez-moi, oui, oui, je ne parle pas des investissements sur le réseau, j'en dirai un mot, hein, mais c'est vrai que je partage totalement ce qui a été dit par Damien Adam tout à l'heure sur les conséquences du choix du TGV exclusif et des conséquences sur le manque d'entretien du réseau. Euh, TGV grande distance et TER, on a beaucoup parlé de la gratuité tout à l'heure. Moi, j'ai tendance à dire que la gratuité, ça n'existe pas. La gratuité, elle existe pour l'usager. Mais le système ferroviaire, il coûte partout dans le monde, il coûte partout dans les États. Il n'y a pas de système ferroviaire sans intervention publique. Et ce qui ne se paye pas au niveau de l'usager se paye par l'impôt, se paye par la puissance publique. Et donc, un TER largement financé par les fonds publics, puisqu'il est financé intégralement, quoi, à 75% aujourd'hui par les fonds publics, à 25% par l'usager. Et aujourd'hui, au-delà des difficultés qui a elle aussi été évoquée par Jean-Marc Zélusi d'entrée sur le risque, les incertitudes, les interrogations sur les changements structurels et culturels qui pourraient naître de la crise sanitaire et générer des nouvelles habitudes de mobilité, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions sur les défis à relever. Est-ce que les clientèles professionnelles qui étaient au cœur du fonctionnement et de la réussite de la grande vitesse en France ne va pas perdre à cause de la communication virtuelle qui est devenue quelque chose, presque une habitude maintenant? Est-ce que la peur
le manque de confiance dans les transports partagés ne va pas conduire un certain nombre d'usagers des TER à choisir plutôt la voiture individuelle. C'est un certain nombre de questions qui se posent, d'incertitudes, mais c'est utile de s'interroger sur comment le ferroviaire doit aujourd'hui, derrière cette crise, se réinventer. Et il a pour le faire des atouts et des faiblesses. Quels sont ces atouts? Mode écologique, ça a été évoqué, un réseau dense, le deuxième réseau le plus dense d'Europe, un réseau de grande vitesse qui est l'un des plus importants d'Europe, le deuxième, là aussi, réseau de grande vitesse le plus important d'Europe, et cette part modale de 10% qui est une bonne assise. Et j'ai tout loupé parce que je dois gérer des... Excusez, continuez. Oui, qui est une bonne assise d'avant-crise. Et puis, quelles sont les faiblesses? Une certaine rigidité du système. J'en donne un exemple. Lorsqu'on veut organiser les trains, il faut un an à l'avance dire quels seront les trains, à quelle heure, où et comment. Si un événement intervient et qu'on a besoin de 10 trains supplémentaires parce que cet événement va générer l'afflux de dizaines de milliers de personnes, eh bien c'est considéré, c'est possible, mais c'est considéré comme une anomalie. Alors que quand vous prenez par exemple le fonctionnement de la RATP, lorsqu'il y a un grand événement à Bercy, eh bien on double les voitures de la RATP du jour au lendemain ou d'une heure à l'heure suivante. Ça n'est pas possible dans le ferroviaire. Il faut donc une certaine souplesse par rapport à cette rigidité. Les péages, on les a évoqués. Il va falloir trouver la place du curseur entre les péages qui sont payés aux gestionnaires d'infrastructures, à SNCF Réseau, qui sont les plus chers d'Europe et qui ne permettent pas, puisque Réseau, c'est Réseau qui finance, qui paye l'infrastructure, et c'est les entreprises ferroviaires qui payent les péages. Et donc, il faut trouver la bonne place du curseur pour que Réseau ait les moyens d'entretenir son infrastructure et que les entreprises ferroviaires puissent aussi trouver leur équilibre économique. Et puis, les infrastructures, là aussi, les choses ont été dites. 20 ans d'abandon d'entretien des infrastructures, que les pouvoirs publics, l'État, c'est vrai que l'effort est considérable, 3 milliards 600 millions chaque année. Il faut considérer qu'en 10 ans, on aura fait quasiment l'essentiel de la régénération du système ferroviaire, de l'infrastructure ferroviaire. Et tout ça est essentiel parce que c'est à la base de ce qui est essentiel dans le système ferroviaire et la confiance dans le système ferroviaire, c'est la qualité de service. Aujourd'hui, les retards, les trains qui n'arrivent pas, le manque de confiance est souvent généré par la question de l'absence de régénération de l'infrastructure. Je vais essayer de dire seulement deux choses en 3 phrases. Les défis sur la longue distance, ils ont été évoqués, mais c'est continuer à élargir la clientèle de la longue distance qui a commencé à être faite par Ouigo au niveau de la SNCF. Sur la courte distance, les choses sont beaucoup plus compliquées puisqu'il faut maintenir l'irrigation du territoire national, du territoire au niveau régional et local et relever le défi des petites lignes en sachant qu'on ne peut relever le défi des petites lignes que quand il y a le potentiel pour la retenir et que pour la maintenir. Et qu'un récent rapport de la Cour des comptes montre par exemple qu'il y a des petites lignes dans notre pays qui sont réellement très très fortement sous-utilisées, sinon peu utilisées, avec des trains dans lesquels il y a 3 à 4 passagers. Il faut se poser des questions, non pas forcément pour les supprimer, mais pour se dire comment peut-on faire pour leur redonner, Lauriane Rossi connaît bien cette question, pour leur redonner des horaires qui conviennent, une qualité de service qui convient, peut-être du matériel plus léger, une infrastructure moins lourde à entretenir. Bref, 2 défis sur les petites lignes et sur les grandes lignes. Il y en a une sur le fret aussi. J'ai été interrogé dans les sujets précédents sur le péage des frets, l'effort qui est fait par l'État en la matière en diminuant de moitié les péages jusque
pour l'année prochaine et en les supprimant jusqu'à la fin de cette année est tout à fait salutaire pour le fret qui doit avoir un avenir en France. Nous sommes aussi à la traîne par rapport aux autres pays européens sur la part du fret dans le transport de marchandises. L'ouverture à la concurrence, j'en reparlerai si vous le souhaitez, mais tout ce qui s'est passé chez nos voisins européens, nous l'avons démontré dans un rapport qui a été publié par l'ART, montre qu'il y a là des champs. Ce n'est pas une fin en soi, l'ouverture à la concurrence. Ça doit être un moyen d'améliorer la qualité du service ferroviaire, mais je n'ai pas le temps de développer en dehors de l'échange éventuel qui pourrait intervenir maintenant. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous, Bernard Roman, pour votre exposé tout à fait complet. Alors, évidemment, beaucoup de questions qui rentrent en résonance avec par rapport à tout ce que vous avez dit les uns les autres au cours de cette table ronde. Et notamment, il ressort quelque chose, c'est qu'effectivement, vous dites tous, il faut remettre en place les petites lignes, il faut remettre en place les trains de nuit. De la part on va dire des participants, on sent quand même peut-être un certain scepticisme en disant oui, mais comment, avec quel financement, avec quelle place pour les régions dans tout ça? Est-ce que c'est pas un peu des vœux pieux, des bonnes intentions? Est-ce que vraiment, concrètement, ça va se réaliser? Et on voit beaucoup de gens qui, chacun, vous avez donné des exemples, la ligne Brive-Clermont qui a été supprimée, il y avait quelqu'un qui a évoqué la ligne de Rungis qui descendait dans le sud. Voilà, beaucoup de choses qui ont été supprimées. Est-ce que ce sera vraiment possible de les remettre en place? Peut-être Lauriane Rossi, puis après, je vais demander aussi aux intervenants de répondre d'un mot à cette question. Oui, non seulement c'est possible, mais c'est en cours. Premièrement, les investissements sont là, on en a parlé. Deuxièmement, la planification est en cours ou même achevée pour 2 régions. Par exemple, je pense à Centre-Val de Loire et à la région Grand Est, me semble-t-il. Ces 2 régions ont achevé la planification en regardant très clairement leur territoire et les petites lignes qu'elles souhaitaient prioritairement régénérer parce qu'elles ont du potentiel, comme l'a dit Bernard Roman. Donc, c'est en cours. Voilà, maintenant, il ne faut pas se mentir, je crois qu'il faut quand même être honnête, le chantier est immense parce que, et là on est tous responsables, nous avons fait, comme cela a été dit, très justement, le choix du tout TGV pendant 2-3 décennies. Et C'était une les élus erreur locaux alors? voulaient leur TGV, Ouais. leur LGV et leur gare TGV. L'État avait cette stratégie-là. Ça n'était pas une erreur parce que je pense que ça a modernisé profondément notre pays, nos territoires et nous avons besoin de ces LGV. Malheureusement, ça a été fait au détriment d'un réseau déjà ancien, déjà peu entretenu, qui n'a fait que se dégrader au point de devenir vétuste, voire dangereux dans certains territoires, puisque nous sommes contraints de diminuer la vitesse de certaines lignes, compte tenu parfois de l'état du réseau. Donc, l'urgence, c'est premièrement régénération du réseau, identifier dans chaque région, en lien avec les régions, les petites lignes qui ont du potentiel et qu'il faut régénérer, et ensuite mettre le paquet sur la grille horaire, les dessertes, la fréquence, la qualité de service et l'accessibilité des gares. Moi, quand je vois mes concitoyens qui sont obligés de payer 15 à 20 euros pour stationner leur voiture aux abords des gares en Île-de-France pour emprunter un train, ça n'est pas normal. Et évidemment, ils renoncent à emprunter un train. 15 à 20 euros la journée, ils préfèrent prendre leur voiture. Donc, c'est ces questions-là aussi qu'il faut se poser. Alors, on voit encore beaucoup de remarques Oui, de la part des participants. La ligne, par exemple, Brive-Ussel-Clermont, travaux engagés puis abandonnés. Et ce n'était pas une petite ligne. Quelqu'un d'autre qui dit pourquoi va-t-il falloir attendre encore 20 ans avant de voir terminer la LGV Montpellier-Perpignan, achevant la ligne Paris-Barcelone. Donc, on sent quand même, entre ce que vous dites, vous, autour de cette table, et les retours qu'on en a, qu'il y a quand même encore un vrai écart, un vrai gap entre la réalité et puis les intentions de tous ces travaux. Fabienne Keller, vous voulez intervenir et Bernard Oui, et Roman. puis voilà. Oui, merci pour cette question qui est importante. C'est l'écart entre les perspectives que nous appelons de nos voeux et la réalité. Comme vous l'avez rappelé à l'instant, en fait, chère Lauriane Rossi, en fait, il faut prendre des décisions parfois douloureuses, c'est-à-dire qu'il faut décider des axes qui sont prioritaires, sur lesquels on fait une régénération complète, de manière à pouvoir assurer un service avec la fiabilité attendue. Moi, j'aime bien le triptyque suisse. Pour eux, il y a 3 choses importantes. Il y a la vitesse, mais il y a aussi la régularité, c'est-à-dire la fiabilité de l'horaire, et le cadencement, c'est-à-dire la fréquence. Et pour eux, ils le mettent au même niveau.
ils considèrent que même si un train ne va pas très vite, mais que s'il est très régulier et qu'on maîtrise parfaitement l'horaire d'arrivée, donc les investissements qui ne sont pas très glamour, hein, dans les infrastructures, le plan accordé à SNCF Réseau il y a 1 an ou 2 maintenant, il doit être maintenu parce que c'est la question de la mise à niveau, des aiguillages, de tous ces éléments autour des agglomérations qui nous pénalisent terriblement, soit à la traversée, soit à l'arrivée. Il faut être tenace puisqu'il faut rattraper un peu un temps où ce réseau n'a pas été exploité, mais il faut aussi qu'avec les régions, et en effet, voilà, on a une belle tradition ici en Alsace hein, de réalisme sur les axes. Il faut définir les axes sur lesquels on veut investir et cadencer, offrir du service, pour en quelque sorte avancer étape par étape. Si c'est possible d'avoir des dessertes supplémentaires, ça peut être fait, mais dans un deuxième temps. Enfin, il y a toute cette question des rabattements autour des gares qu'il faut faciliter, rabattements piétons, rabattements cyclistes, rabattements en voiture individuelle, rabattements en mode de transport en commun et en covoiturage. Il faut irriguer les trains régionaux en facilitant leur utilisation par un périmètre plus élargi. Le vélo électrique, par exemple, si on construit des infrastructures d'accueil des vélos sécurisées, offre un élargissement hein, du périmètre d'influence à vélo des gares, et donc peut, par une intermodalité très souple, hein, le vélo c'est quand je veux, où je veux, assurer une meilleure alimentation et une meilleure utilisation donc, du transport régional. Donc je crois qu'il faut qu'on travaille toujours plus sur cette articulation entre les axes de transport et leur alimentation, leur irrigation et les services rendus à la population. Une gare bien aménagée, c'est une gare où on attend sans stress, une gare qui est à tout vent, peut-être même fermée dans beaucoup d'endroits. C'est un moment, le moment d'attente devient insécurisant. Donc, il faut travailler sur toutes les étapes que vit le voyageur. Et ça, c'est pas très coûteux et c'est même rentable en termes d'animation locale. Hein. Les gares sont des nouveaux centres-villes en potentiel. Damien, merci beaucoup Fabienne Keller. Damien, Adam, je crois que vous vouliez réagir. Alors, c'est après Bernard Roman. Damien, on avait encore évidemment beaucoup de remarques, notamment, on les connaît tous, hein, quelqu'un qui cite les aberrations interrégionales, comme par exemple Nantes-Rennes via Châteaubriand avec la ligne Nantes-Châteaubriand et un tortillard ensuite sur une ligne électrifiée à 100 km/h maximum, et le Châteaubriand-Rennes qui n'est pas électrifié. Enfin, des exemples comme ça, hein, on en connaît tous énormément. Puis ensuite, et c'est vrai que quelqu'un nous fait remarquer qu'on n'a pas beaucoup parlé du frais ferroviaire. Beaucoup de questions, mais peu de réponses. Alors, Damien, peut-être un mot sur ces lignes, ces petites lignes. La place de la région, on n'en a pas trop parlé non plus. Alors, le frais ferroviaire, Bernard abordera. je pense qu'il y a déjà, il faut scinder, il y a 2 sujets quand on parle des petites lignes. Il y a les liaisons entre les villes et les grandes villes et les métropoles sans passer par Paris, c'est-à-dire liaison province-province. Et ça, la France a un déficit important là-dessus. Et il faut qu'on y travaille. Mais si vous voulez, on ne peut pas mener toutes les priorités en même temps. La priorité pour les 10 prochaines années, c'est vraiment la régénération du réseau parce qu'on a un vrai sujet et on ne pourra rien développer si on ne travaille pas là-dessus. Et après, il y a les fameuses lignes qu'on appelle les petites lignes, les UC 7 à 9 dans le jargon SNCF et ferroviaire. Et ça, là-dessus, comme ma collègue Lauriane Rossi l'a rappelé, il y a une contractualisation qui est possible entre les régions et l'État, avec une participation financière de l'État à hauteur de 30% des travaux pour réfléchir à travailler sur ces petites lignes. Sachant qu'il y a des petites lignes, la plupart des petites lignes sont des lignes qui sont non électrifiées, avec des trains du coup diesel, et du coup, la solution ferroviaire n'est pas forcément la plus pertinente en termes de temps de transport et également d'impact écologique. Parce que parfois, remplacer un train d'une petite ligne, il y a très peu de voyageurs, c'est plus rentable de le faire en bus diesel que de le faire avec un train en diesel compte tenu du poids du train. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important à prendre en considération. Et pour les liaisons province-province, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille, mais je pense que c'est plutôt dans un horizon de long terme, après 2030, où on pourra s'y atteler pour combler effectivement des trous dans la raquette sur des liaisons TGV, sur des liaisons en intercité quand les lignes sont vraiment en très mauvais état, sachant que l'ouverture à la concurrence va permettre de retrouver des lignes supplémentaires que la SNCF Mobilité a abandonnées, mais que des acteurs privés pourraient avoir envie de tester avec des innovations, des trajets différents. Sur le fret ferroviaire,
effectivement un sujet majeur, on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup. Je pense qu'il y a un point qui est très important à avoir à l'esprit, c'est que aujourd'hui, le fret ferroviaire, quand on est un acteur entrepreneurial qui doit livrer des marchandises d'un point A à un point B, le ferroviaire n'est pas forcément toujours la meilleure solution. Déjà, on ne va pas se mentir, dans ce pays, on a eu en moyenne une grève par an qui touche la SNCF, avec plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'impact sur le trajet, et notamment avec une priorité sur le fret ferroviaire qui est le premier impacté par les grèves. Ça incite pas Il y a toujours forcément. le problème du dernier kilomètre aussi, hein. Il y a le problème d'arriver vraiment sur place. Effectivement, il y a le problème du dernier kilomètre, de la durée du trajet. Ce n'est pas forcément plus intéressant en termes de durée du trajet d'être en train plutôt que d'être en camion. C'est aussi un manque de flexibilité et un coût de transport. Donc, il faut qu'on agisse sur l'ensemble de ces thématiques-là pour relancer le fret ferroviaire. On sait qu'en France, effectivement, M. Roman l'a rappelé, la part modale du fret ferroviaire, elle est extrêmement faible par rapport à nos voisins européens. Donc, on sait qu'on a des marges de manœuvre qui sont colossales, mais on ne va pas pouvoir mettre l'ensemble des marchandises sur le train. Ça me paraît pas forcément le plus accessible. Je voudrais revenir Et aussi. pourquoi est-ce qu'on fait moins bien que nos voisins? Il y a une question là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on fait moins bien que nos voisins? Je pense que ça a depuis longtemps été dans notre pays pas une priorité, qu'on s'est planté aussi, parce qu'on n'a pas forcément misé sur le fait de faire du ferroutage, c'est-à-dire de pouvoir mettre un container d'un camion à un train rapidement, parce que ça demandait des investissements qu'on n'a pas forcément fait. On avait aussi la problématique de pouvoir mettre plusieurs entrepreneurs différents dans un même container qui serait mis dans un train. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de petits sujets qui, mis bout à bout, font qu'à la fin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'industriel de faire appel au fret ferroviaire plutôt qu'au camion. Le camion, ça coûte pas cher, c'est ultra flexible. Vous ne payez pas de charges fixes très importantes. Donc voilà, aujourd'hui, vous n'avez pas du tout intérêt à utiliser le fret ferroviaire parce qu'il n'y a aucun argument où le fret ferroviaire est plus intéressant que le transport par camion. Je voulais revenir aussi 2 secondes sur le prix des trains. Il est faux de dire que le train en France est cher. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la politique de tarification pratiquée par la SNCF, qu'on appelle le yield management, qui reprend des pratiques tarifaires, Voilà, exactement, oui. Ça, fait… c'est infernal, hein. Ça, franchement, c'est infernal, hein. Oui, et je crois d'ailleurs que M. Farandou, le nouveau DG de la SNCF, est en train de travailler pour revoir un peu cette tarification. Mais en fait, vous avez 30% des passagers d'un TGV qui ont des tarifs qui sont extrêmement attractifs, peut-être à 30 € pour faire un Paris-Lyon ou un Paris-Marseille. Et vous allez avoir 30% des personnes qui vont, eux, payer plus de 150 € pour faire le même trajet, mais parce qu'ils s'y seront pris très tard pour sélectionner leur train. Et qu'à la fin, dans les derniers jours avant de prendre un TGV, eh bien, effectivement, l'avion devient plus attractif en termes de tarifs que le train, parce qu'ils ont plus de mal peut-être à remplir les avions qu'à remplir les trains en fonction de la tarification. Et donc, si on prend le prix moyen d'un trajet, il est faux de dire que la SNCF est chère, mais la politique de tarification de l'entreprise donne l'impression à tout le monde que c'est très cher, parce que quand on regarde les prix au dernier moment, on se rend compte que c'est extrêmement cher. Merci beaucoup, Damien. Alors, on est bientôt arrivé, enfin, on a déjà dépassé, excusez-moi, hein, le temps imparti à cette table ronde, mais je voudrais quand même qu'on écoute Bernard Roman, et puis après, je demanderai à notre présidente de bien vouloir conclure cette table ronde. Bernard Roman. Je partage totalement ce qui vient d'être dit par Lauriane Rossi et Damien Adam. Je veux ajouter seulement une ou deux choses. Un, pourquoi le fret est-il pénalisé en France? Parce que quand on est un chargeur et qu'on a besoin de transporter des marchandises d'un point à un autre, on a besoin d'avoir des certitudes sur le fait que la matière arrivera effectivement à l'heure. Et que ça nous renvoie à la question de la régénération. Les sillons ne sont pas sûrs. Et donc, moi, j'ai rencontré un grand fabricant automobile qui voulait qui transportait en train des véhicules du nord de l'Espagne au nord de la France, qui l'a fait en train pendant de longs mois, et puis qui s'est rendu compte que, comme il était en flux tendu et que des trains étaient bloqués dans la région parisienne sans pouvoir passer la région parisienne, a décidé de tout faire en camion. Et donc, la certitude des sillons est quelque chose d'important pour les chargeurs, et ça renvoie, un, à la régénération, et deux, au fait, à la planification des travaux, puisque les travaux se font de nuit et qu'il faut une planification très fine pour permettre de garantir les sillons du fret. La deuxième chose que je veux dire, c'est la dernière, c'est que la LOM a prévu un dispositif, nos deux députés, Lauriane et Damien l'ont dit, qui conduit à ce que les régions puissent demander à se voir transférer des petites lignes de desserte fine du territoire.
Et là, ce dispositif est en cours. Ce ne sera plus Réseau qui sera en charge de l'entretien de ces lignes. Ce seront les régions qui décideront si elles maintiennent, si elles développent, lorsqu'il y a un potentiel, comment elles développent ces lignes et comment elles règlent ce problème que Fabienne Keller évoquait, horaire, fréquence, d'une manière qui puisse redonner de la visibilité à ces lignes. Et je rejoins ce que disait Hervé Le Chéniec tout à l'heure. Ces petites lignes, elles ne nécessitent pas les mêmes standards d'intervention et de maintenance que les grandes lignes, que les lignes les plus importantes. On estime que le coût de maintenance, de régénération de ces petites lignes est 30% inférieur à ce que nécessitent les autres lignes. Et si c'est le cas, nouveau matériel ferroviaire, nouvelles fréquences, nouvelles opportunités, moins de dépenses, et ce sont les régions qui maîtriseront totalement le devenir de ces petites lignes et la conception qu'elles ont de la desserte ferroviaire de leur territoire. Merci beaucoup Bernard Roman. Je ne sais pas si Hervé Le Chéniec voulait, avant qu'on termine cette table ronde, rajouter quelque chose ou pas. On a beaucoup parlé aussi, enfin, on peut parler en revanche du fluvial, on a beaucoup parlé des routiers, évidemment du fret ferroviaire. Le fluvial, il y a beaucoup de questions sur le fluvial en disant que ça pourrait être l'axe Seine et le fluvial pourraient pallier aux difficultés du ferroviaire. Juste pour terminer, Hervé Le Chéniec et après. Oui, juste un mot. Donc, je rejoins tout ce qui a été dit dans les échanges et surtout sur le problème de la tarification du ferroviaire et de la gratuité. Il y a un coût global et l'équilibre, il est entre qu'est-ce qui provient de financement public et qu'est-ce qui est payé par l'usager final. Et cette décision, elle est différente selon le mode de transport et elle aboutit à un coût pour l'usager. Et concernant le fret aussi, il y a un sujet qui est parfois évoqué, c'est que pour augmenter la capacité du fret, il faut sans doute parfois augmenter la capacité de certaines sections du réseau national. Donc, ça sous-entend des sections nouvelles. Ça ne veut pas dire des lignes à grande vitesse, mais ça veut dire quand même des lignes nouvelles par endroit pour pouvoir augmenter la capacité qui n'est pas disponible pour plus de voyageurs ou plus de fret sur de nombreuses sections. Et comme le fret a sa pertinence sur les longues distances, il est beaucoup plus susceptible que les autres transports de rencontrer des points comme ça qui bloquent la circulation et qui empêchent le traçage des sillons. Merci beaucoup, merci Hervé Le Chéniec. Alors Lauriane, donc maintenant un mot de conclusion pour cette table ronde. Merci à tous les participants, les intervenants, bien sûr, donc à tous pour vos questions. On va continuer de toute façon lors de la dernière table. Certaines questions sont arrivées qui correspondent davantage à la dernière table, c'est pour ça que je ne les ai pas évoquées, mais rassurez-vous, on va y répondre dans quelques instants. On vous écoute pour la conclusion de cette table ronde extrêmement riche. Très riche et très rapidement, parce que je crois qu'on a pris du retard. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants de leurs éclairages. Nous voyons, les chantiers sont immenses, ils sont nombreux, donc nous avons été assez clairs en disant qu'il fallait fonctionner par priorité, de manière très stratégique. Moi, je voulais conclure en disant que finalement, au-delà des enjeux majeurs de mobilité de nos concitoyens, au-delà des enjeux écologiques, puisque c'est aussi de cela dont il s'agit, au-delà des enjeux économiques, on parle avant tout, et Fabienne Keller l'a très bien dit tout à l'heure, d'aménagement du territoire. Et le chemin de fer, le ferroviaire, nos lignes sont autant de traits d'union entre l'ensemble des territoires de notre pays et puis à l'échelle européenne également. Fabienne Keller le disait tout à l'heure. Et on parle là finalement de cohésion des territoires. Et je crois qu'au sortir de la crise des Gilets jaunes, c'est aussi ce qu'on a entendu. Et que la présence de nos gares, la présence de ces lignes, non seulement elle est attendue parce qu'il y a un usage, une demande derrière, mais ce sont aussi des lieux de vie et des traits d'union, il faut les conserver. On a de très beaux exemples de gares aussi qui abritent désormais des services publics. Donc, il y a beaucoup de choses à imaginer derrière tout ça. Et là, je vais rejoindre également ce que disait Monsieur Le Chéniec tout à l'heure. On a un sujet toutefois de ressources. Il y a donc un vivier d'emploi aussi pour régénérer tout ce réseau. On manque clairement de ressources humaines. SNCF Réseau nous le dit aussi. Donc, il y a aussi sans doute là un gisement, un vivier d'innovation et d'emploi pour nos jeunes dans la modernisation de tout ce réseau ferroviaire. Donc, on est gagnant à tout point de vue, je crois. Donc, continuons comme ça. Continuons, même si on voit que le chemin de fer est encore long. Voilà, il faut faire le chemin de fer. Bon, bref. Merci Lauriane aussi d'avoir été avec nous dans ce studio. Merci également à tous les autres intervenants qui
qui étaient avec nous par Zoom, et puis bien sûr à tous les participants, encore une fois, pour toutes vos questions qui rendent des échanges extrêmement vivants. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir cette interactivité. On va poursuivre, surtout rester bien sûr tous avec nous. On va poursuivre, merci Merci à vous. Lauriane, avec cette dernière table ronde consacrée aux innovations au service de l'environnement. J'ai le plaisir donc d'avoir autour de moi Jivka Park, vous êtes député du Val d'Oise, rapporteur spécial du budget infrastructure et services de transport. Sera également avec nous, alors non pas Anne-Marie Drac, présidente de France Logistique, qui a été empêchée, mais Constance Maréchal, qui est la directrice générale de France Logistique. Également parmi nous, donc en Zoom, Gabrielle Gauthier, directrice donc de la branche gaz renouvelable de Total. Et puis donc en présentiel, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Deté, donc qui est directeur des affaires publiques d'Europecar Mobility Group. On va démarrer avec vous, Jivka, puisque vous présidez cette table ronde sur les innovations. Et on l'a vu déjà, pas mal de questions sont arrivées. Alors, je ne les ai pas encore prises, mais moi, je les ai vues sur le fait que en fait, cette mobilité, elle est aujourd'hui intimement liée à l'environnement et à la data. D'ailleurs, on l'a dit en introduction, et évidemment donc à tout ce qui va constituer les innovations de demain. Et vous allez nous dire justement quelles sont les innovations en matière de motorisation que vous voyez apparaître, dans les différents secteurs des transports, comment réduire l'impact environnemental des mobilités, évidemment, et comment cette innovation doit se mettre finalement en place. On vous écoute, Jivka Park. Bonjour à tous, je suis très heureuse de présider cette table ronde au service de l'environnement et m'excuse par avance de ne pas être présente physiquement avec vous sur le plateau, mais j'ai des obligations en circonscription aujourd'hui. Donc je vais faire comme les nombreux acteurs aujourd'hui connectés, je vais le faire à distance. Depuis le début de notre mandat, nous avons décidé d'agir avec les différents collègues que vous avez pu avoir tout au long de ces différentes tables rondes, avec notamment Lauriane Rossi, Jean-Marc Julési, Damien Adam, Fabienne Keller au niveau du Parlement européen, d'agir sur la problématique des mobilités. Elle est essentielle sur tous les territoires, et agir sur cette question, et je pense que personne ne me contredira ici, c'est aussi agir sur tous les défis que peut connaître notre société et l'ensemble des difficultés que connaissent nos concitoyens. La loi d'orientation des mobilités, dont j'ai eu la chance d'être rapporteur, a été l'occasion de donner une nouvelle impulsion aux mobilités. Le projet de loi finance actuellement en discussion au Parlement, que nous avons voté hier à l'Assemblée nationale, ainsi que les mesures du plan de relance, consacre des crédits pour transformer en profondeur cette politique de mobilité, pour rendre les transports à la fois plus faciles, moins coûteux et surtout plus propres. Plus propres parce que nos concitoyens nous pressent devant l'urgence climatique d'agir plus rapidement et plus efficacement. Vous avez parlé tout à l'heure, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième table ronde, du contraste qui existait entre le citoyen des métropoles et celui des campagnes un peu plus rurales, donc autour de la voiture. Moi, ici, je vais essayer de me focaliser sur un autre secteur qui cristallise tous les enjeux, c'est celui du transport aérien. Et je vous en parle aussi également parce que c'est un secteur qui me touche plus particulièrement, parce que je suis députée sur la zone de Roissy. Hors crise sanitaire, le transport aérien représentait 3% des émissions carbone mondiales. La croissance du transport aérien, on avait tablé sur un ordre de 5% annuellement, et ce qui avait multiplié en fait l'impact du transport aérien par 7 depuis le début des années 90. Donc les innovations au service de l'environnement sont très très attendues dans ce secteur. L'ensemble des acteurs du transport aérien tentent de trouver des solutions, aussi bien les constructeurs, qui sont en première ligne sur ces sujets, que les plateformes aéroportuaires qui essaient de trouver des solutions pour réduire les émissions au sol. Et les recherches, on l'a vu, et moi qui ai travaillé sur le sujet depuis 3 ans maintenant, on voit bien que ça s'est accéléré ces 2-3 dernières années. Il faut garder à l'esprit que ce sont des perspectives de moyen long terme, et c'est ça parfois qui est difficile à expliquer à nos concitoyens, que dans ce secteur-là, ça prend énormément de temps de développer les technologies nécessaires, et surtout qu'on voit en ce moment que l'aéronautique traverse une situation désastreuse. Des milliers d'avions sont cloués au sol depuis
maintenant plusieurs mois. On parle plus de semaines, on parle de plusieurs mois. Et pour être riveraine de l'aéroport, je le vois bien moi-même qu'en termes de trafic, il y a eu une chute drastique du transport aérien. Mais ça ne doit pas nous empêcher de développer des politiques environnementales volontaristes pour réduire l'impact environnemental du secteur et accompagner les acteurs dans les nombreuses finalement transformations qu'ils induisent. Il faudra encore, et c'est ça qui est important et c'est aussi notre rôle, c'est renforcer toutes les incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports, que ce soit à travers des mécanismes contraignants d'achat de carburéacteurs. Autrement dit, je pense qu'il faut inciter les compagnies aériennes à envisager cette alternative sur le long terme avec des premiers efforts tout de suite. On ne peut pas se permettre, même si c'est du long terme, d'attendre trop longtemps pour envoyer des signaux et mettre en place des actions. Nous travaillons donc sur des formes d'incitation pour contribuer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre du transport aérien, notamment à travers la TIRIB, qui est une première pierre posée sur ce sujet. Mais pour beaucoup échanger avec les compagnies aériennes, une des craintes qu'elles avancent, c'est le prix aujourd'hui de la tonne de biocarburant, qui reste encore très élevé, et surtout la capacité à trouver la matière et les quantités nécessaires pour s'approvisionner. Donc en fait, en parallèle, nous devons aussi, autour des mécanismes d'incitation, on doit aussi créer les conditions pour qu'une filière de production se mette en place et que cette filière soit rapidement disponible. Il faut inciter l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique à se mobiliser dans la réduction efficace des émissions de carbone et surtout, et c'est un axe aussi important, à multiplier les axes de collaboration avec les différents producteurs. À travers le plan de relance dont on a beaucoup entendu parler, un effort particulier est porté sur le développement de l'hydrogène décarboné, puisque 3,4 milliards d'euros seront prévus d'ici 2023 pour arriver à 7,2 milliards d'ici 2030. Ce sont des sommes considérables, mais c'est un effort indispensable si on veut faire naître une véritable filière viable sur le long terme, avec une indépendance, une souveraineté, j'allais dire, de notre pays sur ce type d'énergie. Et il faut également qu'on puisse y avoir une production suffisamment massive pour abaisser le coût de l'hydrogène à un niveau compétitif, parce que le mot-clé, c'est bien ça, c'est comment on peut rester compétitif tout en étant soucieux de notre environnement. La recherche également d'un avion vert, c'est un mot un peu qui fait sourire, mais qui est très important, fait l'objet d'un soutien spécifique, puisque 1,5 milliard d'euros dans le cadre du plan de relance y sont consacrés. Les constructeurs se sont par ailleurs engagés sur le développement d'avions à hydrogène d'ici 2035, avec toutes les limites que nous pouvons connaître aujourd'hui quant aux possibilités techniques, notamment sur les vols long courriers. Nous devons donc accompagner la recherche et le développement et accompagner les compagnies aériennes dans le renouvellement progressif de leur flotte sans les mettre en danger, bien évidemment, économiquement et mettre à mal leur compétitivité. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je m'attelle déjà depuis également 3 ans, parce que des avions plus propres, c'est bon pour l'environnement, mais plus ils sont propres, plus en général, il y a eu un gros travail qui a été fait également sur les nuisances sonores qui peuvent induire, et ça, vis-à-vis, encore une fois, de la population riveraine des aéroports, c'est un sujet qui est très important. La question de l'utilisation des biocarburants et de l'hydrogène décarboné, et donc de la motorisation également, du mix énergétique et du développement des infrastructures nécessaires se pose dans toute forme de mobilité, pas seulement dans l'aérien. J'ai décidé de me focaliser aujourd'hui sur l'aérien, mais ça se pose sur toutes les formes de mobilité, notamment dans le transport quotidien des personnes ou le transport des marchandises. Et vous parliez tout à l'heure de fret ferroviaire, on pourra peut-être évoquer ce sujet, même si ce n'est pas le but de la table ronde, mais c'est vrai que dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, il y a eu une demande de mettre en place un vrai plan stratégique, parce qu'on voit bien que le fret ferroviaire, c'est l'avenir. En tout cas, il y a beaucoup de
beaucoup de crédits qui ont été votés dans le cadre du plan de relance qui vont pouvoir contribuer au développement des modes de transport plus propres. Ils permettront d'accélérer le développement des mobilités lourdes avec des trains plus légers et des camions plus respectueux de l'environnement, mais le chemin est encore long, mais il faut rester optimiste. Les moyens financiers sont mis et il faut que maintenant tous les acteurs se mobilisent et qu'on puisse avancer. Merci. Je termine juste pour, je voulais introduire, vous dire que les prochains intervenants allaient nous exposer leur point de vue et les perspectives à moyen et long terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de ces activités constituent des leviers de croissance verte dont notre économie aujourd'hui a besoin. Merci beaucoup, Gilles Park, pour cette introduction, cette mise en perspective, pour cette table ronde, hein, numéro 3 sur les innovations. Alors, on va poursuivre avec vous, Constance Maréchal de Reux. Donc, vous êtes, je le disais, directrice de France Logistique. Vous allez revenir évidemment sur ces innovations, hein, innovations de la motorisation, dans les carburants, dans l'innovation pour optimiser davantage ces mobilités, les facilités. Peut-être nous parler aussi du digital, finalement, dans les véhicules autonome et puis voir comment justement cette digitalisation doit se faire, on va dire, par étapes. On vous écoute, Constance Maréchal de Reux. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous prie d'excuser Madame Idrac qui a effectivement un empêchement de dernière minute et donc j'ai le plaisir de remplacer. Donc, je représente France Logistique. La logistique, c'est en quelque sorte la mobilité des marchandises, le pendant de la mobilité voyageur qui est souvent plus connu. Et tout d'abord, je voulais insister sur le fait que le secteur logistique dans son ensemble est très impliqué et très volontaire pour utiliser les différentes innovations qui existent et qui existeront demain pour améliorer son impact environnemental, réduire son impact environnemental. À noter que dès qu'on parle de mobilité de marchandises, par définition, on agit dans un contexte européen concurrentiel assez rude. Et donc, les décisions qui sont prises en France doivent intégrer ce contexte européen. En termes d'innovation, qui est le sujet de la table ronde d'aujourd'hui, les innovations en logistique peuvent prendre trois orientations. Tout d'abord, comme vous l'avez déjà indiqué, les innovations qui concernent les véhicules, qui concernent les motorisations et qui peuvent concerner tous les modes de transport. Ça a été évoqué dans les précédentes tables rondes, la motorisation peut être améliorée aussi bien pour le train, pour l'avion et évidemment pour le camion. Les innovations peuvent également porter, comme vous le disiez, sur les questions d'optimisation et d'organisation des flux. Le rôle de la logistique, c'est d'amener un produit d'un point A à un point B, éventuellement en le stockant et le répartissant entre les deux points. Et en utilisant en optimisant le stockage, les transports, on peut d'une part mieux utiliser les modes massifiés qui sont largement mis en évidence et mis en valeur par le gouvernement, donc les modes ferroviaires et fluviaux, mais qui sont sur des gros volumes. Donc pour pouvoir utiliser ces gros volumes, il faut avoir organisé les flux de telle sorte de ne pas avoir, par exemple, 25 départs par jour avec quelques mètres cubes, mais plutôt un départ par semaine avec un volume important. Donc, l'optimisation et l'organisation des flux permet d'une part de mieux utiliser les modes massifiés, mais même hors mode massifié, si on est sur le mode aujourd'hui majoritaire qui est le mode routier, il permet d'optimiser l'utilisation du mode routier et là aussi d'améliorer l'impact environnemental du mode routier. Voilà. Utiliser un camion une fois par semaine plutôt qu'une camionnette tous les jours, c'est écologiquement plus efficace. Et enfin, même si c'est peut-être un peu plus éloigné de la partie transport qui est le thème de la table ronde, on peut aussi avoir des innovations sur toute la partie stockage pour avoir des entrepôts de plus en plus écologiques avec l'utilisation de panneaux photovoltaïques, de systèmes de recharge et d'avitaillement pour les carburants verts, la réutilisation des friches, etc. Et comme le disait Madame la députée, pour aller encore plus loin, l'ensemble du secteur, au titre un petit peu des utilisateurs des innovations qui sont apportées par les uns et par les autres, a besoin de visibilité. Et pour cela, la visibilité, elle passe par deux éléments, se mettre d'accord sur l'objectif et sur le chemin.
sur la façon d'apporter la transition sur l'objectif. Par exemple, quand on parle de camions verts, on se dit que l'objectif, c'est probablement l'hydrogène ou l'électrique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des véhicules qui existent sur les gros poids lourds. Et donc, en attendant que ces innovations soient prêtes, alors 2030, 2040, c'est peut-être demain, mais il y a un chemin en attendant. Voilà, comment on fait cette transition et qu'est-ce qu'on privilégie dans l'intervalle. Donc voilà, c'est des innovations sur plusieurs aspects de la logistique, les véhicules, l'optimisation de l'organisation, et avec un besoin de visibilité sur où on va et comment on y va. Voilà pour les premiers éléments que je voulais indiquer en introduction. Merci beaucoup, merci mille fois, hein, Constance Maréchal de Reux. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure, hein, pour notre partie débat. On va enchaîner donc avec Gabrielle Gauthier. Vous êtes, je vous le disais, directrice donc Carbon Neutrality Business de la branche gaz renouvelable and power de Total. Alors évidemment, il y a déjà eu des questions. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous les poser sur ce que peut faire justement une entreprise comme la vôtre dans le cadre de ces innovations. Et donc, vous allez nous parler, hein, évidemment, de cette innovation dans l'énergie pour la mobilité. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Donc, voilà, de ces niveaux d'innovation, les plus rapides, peut-être on va dire, celles qui vont mettre un peu plus de temps à voir le jour, parce que cette temporalité est importante. Gabrielle Gauthier, on vous écoute. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de participer à cette table ronde et pardon de le faire également à distance. Effectivement, moi j'ai en charge la décarbonation des activités de Total et la tenue des engagements de neutralité carbone à échéance donc 2030 et 2050. Dans une vie antérieure, donc l'ensemble des débats que j'ai écoutés ce matin me parlait beaucoup parce que j'étais directrice des investissements de la Caisse des dépôts et j'avais quand même pas mal investi également dans des sujets ferroviaires et de décarbonation des territoires et des transports sur les territoires. Alors, il se trouve que dans l'objectif de neutralité carbone de Total, il y a bien sûr la neutralité de ses propres activités, mais il y a son scope 3, c'est-à-dire ses produits, et donc l'accompagnement de ses clients dans leur transition et notamment de ses clients en mobilité. C'est le thème de notre table ronde. Le premier sujet pour arriver à cette neutralité carbone, il y a plusieurs moyens. D'abord, c'est d'assurer la transition effectivement de nos produits. On ne le fera pas tout seul, on le fera avec nos clients et dans les régions qui auront les bonnes réglementations, j'ai entendu ça, qui pousseront à ça. Et l'Europe en est une. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un engagement de neutralité de notre scope 3, donc de nos produits en Europe à 2050. Ça passe d'abord par la transition de notre mix vers davantage de renouvelables. Vous avez vu qu'on a annoncé qu'on va être un gros fournisseur de renouvelables. Également d'une diminution de notre vente d'oil et la vente de bio au profit donc de biofuel également. Voilà. Le deuxième sujet, c'est de développer des puits de carbone. Et le troisième, c'est quand même d'accompagner l'innovation. Et j'ai en charge en fait justement les ventures de Total, rebaptisé Total Carbon Neutrality Ventures, donc une grande partie concerne la mobilité. Et c'est peut-être ça, donc cette mutation, l'accompagnement de la mutation des usages, non seulement en Europe, mais on est également, donc on voit un petit peu ce qui se passe partout dans le monde, en Chine, aux États-Unis, qui est peut-être un des premiers sujets que nous souhaitons, que nous accompagnons. Nous avons des participations dans un certain nombre d'entreprises dont nous essayons de promouvoir les business models en termes d'autopartage. Je pense à l'entreprise GetAround qui vient de racheter Drivey en France, qui offre la facilité de cet autopartage, qui est évidemment une des clés également de la réduction de l'usage de la voiture thermique dans nos territoires, avec davantage de facilité de véhicules connectés, également de cartes, notre carte pour les carburants qui permet également de nettoyer et de rendre en un clic seulement les véhicules partagés plus agréables. Le deuxième sujet, et j'entendais Madame la députée parler donc justement de l'optimisation de la logistique, enfin, c'est Madame Constance qui parlait de ça, de la logistique, gestion des flottes optimisées. On a avec la télémétrie, et là, c'est quelque chose de très important, l'optimisation donc de la logistique. On a une participation dans une entreprise qui s'appelle OnTruck, qui fait du fret, c'est une sorte de pool de Uber qui optimise le taux de remplissage des trajets de camions, de trains de par exemple. Ça, c'est quelque chose de très important. Évidemment, on a également tout un tas d'entreprises comme ChargeTrip qui optimisent
qui facilite l'accès des conducteurs de voitures de véhicules électriques pour sélectionner les lieux de recharge. C'est un des gros handicaps en fait à l'adoption plus massive de la voiture électrique, c'est de savoir où on va recharger sa voiture, combien de temps ça va prendre, de réserver éventuellement sa charge, parce que c'est la poule et l'œuf entre les bornes électriques et les voitures électriques. Et puis, on a également une participation dans des entreprises comme Swiftly, qui font des plateformes d'organisation pour les collectivités locales et les villes, de la multimodalité, avec un planning optimisé de la gestion des flottes. Voilà, donc ça, c'est peut-être le premier sujet, c'est l'innovation dans tout ce qui est nouveaux usages, nouveaux business models. Le deuxième sujet, c'est un peu plus, c'est le développement d'infrastructures de cette mobilité douce et durable, et notamment la mobilité électrique. Donc, vous avez vu qu'on a l'ambition effectivement de développer et d'accompagner là aussi très largement nos clients, les territoires dans le développement de chargeurs électriques, de ces infrastructures pour les véhicules légers et urbains en priorité, puisque c'est ça, et qu'on a bien compris qu'il fallait, comme je vous disais, c'était la poule et l'œuf, et donc faciliter l'adoption, faciliter l'accès de ces bornes électriques et la démocratiser à la fois dans l'espace public et dans les immeubles est quelque chose de très important. Vous avez vu qu'on a gagné l'appel d'offres de la ville de Paris pour la reprise des bornes Autolib avec 2000 points de recharge, bornes de recharge que l'on s'engage à moderniser c'est-à-dire de passer de charge lente à charge rapide également. Donc, c'est tout un enjeu. Il n'y aura pas que des recharges rapides sur autoroute. Il faut que ça se démocratise au-delà. Bien sûr, le deuxième sujet, au-delà des bornes de recharge, c'est les batteries, pour avoir toute la chaîne sur la mobilité électrique entre les bornes de recharge et les batteries électriques. Et là, contrairement à son habitude, Total a fait le choix de rentrer dans l'industrialisation et donc de racheter Saft, pour se développer sur toute la chaîne, batterie et mobilité électrique. Et Saft a l'ambition, notamment avec on lance avec PSA cette co-entreprise qui s'appelle ACC, Automotive Cells Company, pour développer une filière de fabrication de batteries pour véhicules électriques en Europe. C'est important que l'Europe dispose d'une capacité pour garder la valeur, les emplois sur nos territoires. Il va falloir faire attention, j'y reviendrai tout à l'heure sur l'hydrogène, que toute la valeur industrielle ne parte pas en Asie. J'arrive d'une autre industrie, de l'industrie des télécoms, où j'ai vu l'industrie européenne être complètement laminée par la Chine à cause d'une certaine naïveté, si vous voulez, du territoire et des industriels et de l'industrie européenne. Donc, je pense que sur les batteries, on met tout en œuvre pour essayer d'avoir la chaîne complète et avoir l'ambition de couvrir aux alentours de 10% de la demande européenne de batteries électriques. Et puis, à plus long terme, évidemment, il y a l'hydrogène. On peut en dire un mot, puisque j'ai également en charge le développement de la biohydrogène chez Total. Pourquoi l'hydrogène ? Dans un premier temps, ce n'est pas massivement pour la mobilité. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est quand même plus long terme sur la mobilité. Dans un premier temps, l'hydrogène, c'est massivement pour décarboner les usages industriels, puisque 90% des usages de l'hydrogène en Europe, c'est quand même l'industrie et la consommation par les raffineries, nos raffineries, les cimenteries, mais également les aciéries d'hydrogène gris. Alors, à cette occasion, puisque l'hydrogène va se développer en hubs régionaux, notamment autour des ports, puisque les industries polluantes sont là, on est en train d'étudier dans divers endroits du territoire, notamment autour de notre bioraffinerie de la Med, une alimentation en hydrogène vert de cette bioraffinerie pour assurer cette transition vers une consommation plus verte. Mais au-delà de ça, puisque la tendance et la baisse du coût qui est essentielle passera pas seulement par des subventions, mais également par la taille, nous croyons beaucoup à l'établissement de hubs importants qui vont se développer dans les ports et également pour servir la mobilité à terme. La mobilité, dans un premier temps, des heavy-duty trucks, donc des gros camions,
on a pris une participation dans une société qui s'appelle Hyzen Motors, qui est un peu un concurrent de Nikola sur la mobilité hydrogène. Et nous voyons ça arriver, oui, 2030, oui, il y aura des et notamment alors ça va commencer dans les territoires qui ont besoin sur les transports transcontinentaux pour les heavy duty trucks, mais ça va passer également par le maritime à un moment donné, par le ferroviaire, dès aujourd'hui, par les trams, les bus, les trains. Et donc, nous allons accompagner par pas tout seul, avec d'autres industriels, ce développement de l'hydrogène. C'est indispensable pour nous et indispensable pour les territoires où on est localisé. Voilà, donc la mobilité est également pour nous, je termine, un élément, les batteries sont un élément du réseau électrique indispensable. Et donc, il y a un grand lien entre le développement de la mobilité électrique et l'équilibre des réseaux, notamment des réseaux locaux. Mais j'en dis pas plus à ce stade. Merci beaucoup, Gabriel Gauthier, pour cet exposé extrêmement complet. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure dans notre débat. On va terminer donc ce tour de table avec vous, Jean Deté. Donc, je le disais, vous êtes directeur des affaires publiques d'Europcar Mobility Group et vous allez nous parler finalement comment est-ce qu'on peut offrir une solution crédible aux véhicules individuels, on va dire, avec ces prismes d'électrification, de digitalisation, d'open data, finalement. Quels sont, on va dire, les chantiers sur lesquels vous travaillez? Alors, absolument, c'est ce que on appelle communément le MaaS, le Mobility as a Service. Et c'est quoi Mobility as a Service? C'est d'offrir une alternative crédible à l'utilisation solitaire du véhicule individuel, ce qu'on appelle aussi l'autosolisme. On ne veut pas dire qu'on veut éliminer la voiture, parce qu'il y a bien souvent dans la vie, on a besoin d'un véhicule, mais il faut certainement mieux l'utiliser et mieux savoir l'utiliser, notamment au quotidien. Et c'est pour ça que, avec Mobility as a Service et Mass Alliance, et le groupe Europcar Mobility Group, évidemment, on travaille à ces solutions nouvelles qui vont arriver au bout des doigts. Mais pour offrir une alternative crédible, il faut que la solution soit simple. Et la solution, pour être simple, il faut qu'elle soit au bout de vos doigts, à travers votre téléphone, où on puisse vous offrir un certain nombre de multimodalités, donc de moyens de transport successifs, différents, faciles à utiliser, de façon à être une alternative crédible. Ça peut se faire à travers la digitalisation, l'électrification et effectivement l'open data, comme on disait tout à l'heure. La digitalisation, pourquoi? D'abord parce que c'est la proximité. La proximité, puisque votre smartphone, il est en général soit dans vos doigts, soit dans votre poche, c'est pas très loin. Mais la proximité aussi, parce que par exemple, ça vous permet de localiser une station Ubico d'autopartage à Paris. Ça vous permet beaucoup plus de services, beaucoup plus d'informations sur les horaires, sur la façon de connecter, de s'interconnecter en fonction des différents modes de transport. Ça permet aussi des résultats par filtre. Et là, on rejoint le thème de l'environnement parce que les filtres, bien sûr, ça peut être la rapidité, mais ça peut être aussi le niveau d'émission et donc filtré par les moyens les plus propres. Ça peut être des résultats différents en fonction de la météo aussi, parce que bien évidemment, s'il fait beau comme aujourd'hui, on va pousser la marche ou le vélo électrique ou la trottinette pour avoir un prisme très parisien, puisque ailleurs, évidemment, ce sont des moyens de transport probablement moins faciles à utiliser. Dans les grandes métropoles, non. Mais dans les grandes métropoles, c'est sûr que ça répond à un moyen et un besoin. En revanche, s'il pleut, on va pousser vers le métro, vers l'autopartage, vers d'autres solutions. Ça peut permettre de lisser les pics aussi, puisqu'il y a, on en parlait tout à l'heure, dans les transports de masse, et d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de masse sans transport de masse. Il y a des pics et on a des problèmes à certains horaires, et ça permet aussi, l'algorithme pourrait permettre à certains horaires de dire, on va orienter plutôt les gens vers d'autres moyens que vers le métro, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, on va avoir un souci d'occupation du métro. Donc, ça donne une certaine flexibilité. Et la digitalisation accélère la flexibilité. Et d'ailleurs, Europcar a créé le car sharing en 1949. Ce n'est pas l'informatique, ce n'est pas la technique qui a créé le car sharing. Mais le car sharing, on en fait depuis longtemps. En revanche, effectivement, ça l'accélère et ça le facilite. L'électrification, je disais tout à l'heure, puisque évidemment, l'objectif de masse, c'est d'avoir une mobilité plus propre, plus durable, non seulement en allant vers la micromobilité, mais on parle d'électrification, tout à l'heure on parlait d'hydrogène, probablement effectivement plus pour les trams, les trains, les avions.
Mais pour les véhicules et aussi les véhicules utilitaires, parce qu'on parlait du fret et des livraisons du dernier kilomètre, et c'est clair qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de camionnettes, aussi bien en agglomération que plus loin, et pas forcément des camionnettes les plus vertueuses. Donc là, il y a un gros travail d'électrification aussi des petits véhicules utilitaires, et nous travaillons à cette offre-là, bien évidemment. Et d'ailleurs, Ubico, Europcar, les loueurs de voitures, les acteurs de l'autopartage sont des accélérateurs et des vecteurs du verdissement de la flotte. On offre les véhicules avec les dernières technologies, on investit lourdement vers l'électrification, on est un vecteur de test aussi, puisque l'électrification, la voiture, le véhicule électrique peut faire encore peur, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a encore des incertitudes, donc les gens peuvent venir tester des véhicules chez nous. On peut servir d'apprentissage. Et puis, bien évidemment, c'est une évolution entre l'usage et la possession. Et moins il y a de possession, plus il y aura d'usage. Donc, il y aura moins de véhicules, mais mieux utilisés. Et c'est aussi, bien évidemment, un des buts. D'ailleurs, David Béliard disait, à Paris, il n'y a plus que 3 personnes sur 10 qui ont un véhicule. Très bien. Mais il y a 10 personnes sur 10 qui ont besoin d'un véhicule un jour. Donc, il faut qu'on soit en mesure de proposer cette offre lorsque c'est nécessaire. Et l'open data, bien évidemment, puisque l'open data, c'est pour moi un prérequisite à l'innovation en termes de multimodalité, en termes de ticketing. Donc, imaginez d'avoir une solution sur votre smartphone qui vous permette d'aller du point A au point B avec 4 ou 5 suppliers, enfin 4 ou 5 modes de transport différents pour un prix qui va être calculé de façon correcte, pour gérer l'ensemble des connexions, pour que les opérateurs et les acteurs puissent se parler entre eux. Et imaginez l'état de l'art de l'informatique d'une vieille société que je ne nommerai pas, X ou Y, peu importe, et d'une start-up. Les standards et la technologie ne sont pas les mêmes. Donc, il y a effectivement, grâce à la LOM notamment, qui est la poursuite d'une directive européenne, le point d'accès national qui permet de réunir les datas à un même endroit. Mais là, on a un petit problème d'harmonisation, de standardisation, puisque en France, c'est le GTFS qui a été choisi comme standard. Or, au niveau européen, on ne sait pas encore lequel ça va être. Donc là, on voit aussi que parfois, il y a un petit manque d'anticipation, de coordination, mais en l'occurrence, là, c'est l'Europe qui n'a pas encore décidé et la France a voulu avancer, ce qui est une bonne chose, et ça, c'est très bien. Et puis, cette open data, bien évidemment, c'est aussi nécessaire pour connecter les véhicules avec les différents suppliers et avoir accès pour les acteurs de l'autopartage, les acteurs de la location de voitures, avoir accès aux data des véhicules, c'est effectivement plus qu'important. Et aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit que dans la LOM, il n'y a rien qui pousse la chose suffisamment loin, et sans avoir accès à ces datas des véhicules, les différents acteurs ne seront pas en mesure d'offrir l'ensemble des services que nos concitoyens sont en droit d'attendre. Très bien. Merci beaucoup, merci Jean Deté pour on va dire, ce premier exposé. Alors, on va prendre vos questions, beaucoup de questions, notamment sur les bornes de recharge. Vous nous dites, c'est vrai que ça implique à la fois le secteur public, le secteur semi-public, le privé, le syndic, enfin, comment faire coexister tout ça, finalement, avec quel système et quelles normes? Parce que c'est quand même une vraie problématique aujourd'hui. Je ne sais pas lequel des intervenants veut répondre sur cette thématique des bornes de recharge. Moi, je veux bien, Gabriel Gauthier, je veux bien dire un mot. Oui, on vous écoute. Oui, peut-être avec ma... Bon, c'est sûr qu'il faut c'est indispensable qu'il faille une normalisation et puis une modernisation parce qu'elles font des progrès, ces bornes. Elles sont à charge plus ou moins rapide, etc. Par contre, il y a une question qui est claire, c'est qu'elle implique un partenariat public-privé. Et c'était un peu la première casquette de la Caisse des dépôts, c'était sur ces sujets-là. C'est une infrastructure, notamment dans le déploiement sur l'espace public. C'est quand même une infrastructure fondamentale, essentielle, qui doit être développée dans le cadre d'un partenariat, pas forcément financé par les collectivités locales et par la puissance publique, mais développée dans le cadre de partenariats publics-privés, soit de concessions, soit donc ça implique un peu un dialogue, justement, entre les collectivités locales et les opérateurs, à la fois de bornes de recharge, mais également de réseaux électriques. Et comme n'oublions pas que les réseaux d'énergie appartiennent et sont concédés à Enedis par les collectivités locales. Donc là, il y a un rôle essentiel des territoires de reprendre ça en main, à la fois d'un point de vue de conception, dialogue avec les opérateurs, de bornes électriques, mais également électriques,
et dans le financement qui doit être public-privé. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Et puis, il y a une question qui allait plus loin en disant que ce sont les syndics de copropriété pour les particuliers. Ah, pour les Oui. particuliers, oui. À trouver, parce qu'il y a énormément, effectivement, de particuliers qui ne sont pas équipés aujourd'hui. Il y a Tout à fait. un énorme travail d'équipement à faire. Alors, la question, la personne disait, bon ben voilà, on a réussi à une époque à se mettre en place avec la ligne téléphonique cuivre via les syndics. Est-ce qu'on va arriver à trouver maintenant un outil juridique qui puisse nous aider? Finalement, après, la personne dit le nombre, la puissance, l'occupation d'espace va poser problème. C'est sûr. C'est sûr, parce que tout ce qui concerne la pénétration dans la propriété privée, enfin, la ligne téléphonique, elle a été posée du temps du monopole. Donc avec, et pour avoir vécu, alors là, avec ma casquette de télécom, l'avènement de la fibre, on vient d'avoir en fait l'installation de la fibre. On a vu cette difficulté dans un monde en concurrence où il n'y avait plus, c'était plus une infrastructure essentielle, la ligne téléphonique. Et la fibre n'est plus une infrastructure essentielle. Donc c'est le bon vouloir des copropriétés. Et donc, si on n'instaure pas quelque chose d'un tout petit peu plus contraignant, ça va prendre un temps infini. Ça va prendre 20 ans, c'est clair. Je ne sais pas qui c'est un vrai sujet. Là-dessus. Oui, Gifka ou Constance Je voulais juste indiquer, je suis tout à fait d'accord avec Madame Gauthier, il y a des premiers jalons qui ont été posés à ce sujet dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. On continue à avancer dessus. Le gros souci qu'on avait, c'était en termes de volume. Et vous l'avez indiqué tout à l'heure, on n'avait pas assez de bornes et le sujet n'a pas été mis, j'allais dire, assez tôt sur la table. Ce qui fait qu'il y a les lenteurs administratives, mais on voit que certaines copropriétés, à travers les syndicats, ont réussi à se mettre d'accord et à installer ces bornes. Et après, c'est une question de tarification, de moyens mis en place, qui va payer, etc. Donc, toutes ces questions-là sont mises sur la table et je trouve très sincèrement que par rapport aux 3 dernières années, on a quand même bien avancé. Et je sais pas si vous avez entendu les dernières annonces du ministre sur le sujet. Il parlait de l'installation de 100 000 bornes supplémentaires sur les 2-3 prochaines années. Donc, c'est qu'il y a une réelle volonté politique de multiplier ces bornes à travers le territoire pour en faire un réel maillage, parce que quand vous achetez une voiture électrique et que vous avez, je vous dis une bêtise, tous les 50 km une borne pour recharger, c'est pas la meilleure des solutions pour développer ce type d'énergie, ce type de moyen de transport. Tout à fait. Jean Gauthier, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Oui, on voit bien qu'il y a effectivement il y a un manque d'infrastructures, ça c'est sûr. Les annonces sont là, mais ça va prendre certainement un petit peu de temps. Ça nécessite de gros investissements, et au-delà même de des infrastructures, en termes d'usage, ce n'est pas si simple pour le client aujourd'hui, parce que quand vous allez dans une borne, vous rechargez, vous ne savez pas combien vous allez payer. Et il y a un manque de transparence qui est assez important. Autant quand vous allez dans une station d'essence aujourd'hui, vous avez un prix qui est affiché et c'est ce prix-là qui s'applique. Quand vous allez dans une borne, en fonction de votre fournisseur d'accès, en fonction de l'accord qu'il a avec la dite borne, vous ne savez pas si vous allez payer par temps, à la minute, ou par kilowattheure. Et puis, qui est capable de dire combien fait ce 2 kilowattheures son plein, entre guillemets. Donc, il y a encore toute une étape d'éducation très importante pour le client final, pour qu'il soit à l'aise et qu'il y ait une plus forte adoption de ce mode d'énergie pour son véhicule personnel. Et c'est pour ça que je disais que je pense que les acteurs d'autopartage et les loueurs de voitures, en termes d'apprentissage, sont vraiment un vecteur important et sont là aussi pour aider à ce passage et à cette amélioration de la façon pour nous d'utiliser le véhicule individuel. Gabriel Dauté, peut-être vous voulez réagir là-dessus, sur ce manque peut-être de transparence justement des infrastructures? C'est la raison pour laquelle nous, on essaye sur les bornes, évidemment, on essaie de faire évoluer les usages, alors avec la carte totale ou avec une application qu'on appelle BIMO, qui est embarquée dans les véhicules, qui donne d'une part l'information sur où je vais trouver et une forme de transparence sur à quel tarif, quel délai, etc. Donc, c'est ce qu'on essaie de développer. Je ne dis pas qu'on y est, hein, mais voilà. Donc, on a des réflexions chez Total et un développement d'applications qui permettent de donner à l'utilisateur final cette transparence. Et pour revenir sur l'installation, dans les propriétés privées, je pense qu'il faudrait commencer par les propriétés et les habitats collectifs, les organismes de logement collectifs, les foncières, etc. Donc, l'imposer, commencer par là, je pense.
Tout à Peut-être fait. un tout petit Et c'est d'ailleurs complément. Oui, pardon, allez-y, Constance. J'aurais juste voulu faire un tout petit complément parce que voilà, aujourd'hui, les bornes de recharge, c'est essentiellement pour le transport voyageur, donc la partie logistique est peut-être un peu moins concernée. Mais justement, donc évidemment, nos entreprises qui peuvent avoir, comme les entrepôts, des parkings importants, installent des bornes de recharge pour les véhicules des salariés. Les entreprises de transport spécialisées dans le transport plutôt du dernier kilomètre avec des véhicules de petite taille qui peuvent être électriques ont aussi en général voilà, des bornes dans leur, sur leur parking pour les véhicules professionnels. Mais le point peut-être que je voulais signaler, c'est peut-être plutôt pour les députés et ceux qui feront les textes pour l'avenir, c'est que, comme je l'indiquais, les véhicules lourds et électriques ne sont pas encore disponibles. Et quand ils seront disponibles, il faudra probablement penser aussi, autant apprendre de ce qu'on aura fait sur les véhicules personnels, les bornes dédiées pour les véhicules lourds qui ne seront pas forcément les mêmes que les bornes des véhicules légers. Donc aujourd'hui, le sujet borne de recharge, il est adapté. Enfin, voilà, les réflexions en cours sont relatives aux bornes pour les petits véhicules. Quand on sera sur des gros véhicules, on aura le même sujet à porter pour voilà, des bornes adaptées pour des véhicules plus importants. Merci pour cette précision. Alors, parmi vos questions, il y a une question qui revient sur notamment le bio-GNV. On n'en parle pas beaucoup, dites-vous. Et effectivement, est-ce que ce ne serait pas une solution pour les camions, bateaux, engins de chantier qui serait quand même quelque chose, une vraie avancée, on va dire, dans la perspective du développement durable, la protection de l'environnement? Oui, je vais Constance, peut-être peut-être, oui. intervenir effectivement sur le sujet. C'est exactement, enfin, c'est l'une des solutions énergétiques de transition, le bio-GNV, et qui pourrait être d'ailleurs même une solution d'avenir, dans le sens où, à terme, si on est sur l'électrique ou de l'hydrogène, qu'est-ce qu'on doit faire en attendant? Et aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui existent techniquement, qui sont le GNV, le bio-GNV, les agrocarburants hors gaz. Et aujourd'hui, la filière est moteur et investit dans ce type de véhicule, mais est intéressée par avoir de la visibilité sur ce que veulent l'ensemble des pouvoirs publics, que ce soit l'État, les collectivités, ce que peuvent offrir aussi les constructeurs, les énergéticiens en la matière, parce qu'il faut le véhicule, il faut les stations d'avitaillement, pour savoir construire une feuille de route commune sur où est-ce qu'on veut aller, comment on y va. Et donc, c'est à ce titre que la filière la pousse auprès du gouvernement la signature d'un contrat de transition énergétique du transport routier pour détailler et partager tous ensemble ce chemin et ces phases de transition avant les énergies d'avenir, enfin avant les énergies peut-être définitives. Mais le bio-GNV est effectivement une énergie qui semble intéressante par les acteurs, dans lequel ils s'engagent. Mais voilà, si on veut aller plus vite et plus loin vers ce type d'énergie, voilà, il faut peut-être un signal politique et avancer pour accélérer sur les bornes d'avitaillement, pour inciter les constructeurs à construire plus de ce type de véhicules. Voilà, il faut, comme ça a été dit avant, quand on est sur le fer, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est une des solutions. Si on est tous d'accord pour dire que c'est la solution, voilà, chacun doit avancer en même temps pour les différents aspects nécessaires pour avancer sur ce type d'énergie. Jivka Park, j'imagine que vous êtes d'accord sur cette volonté, ce que nous dit à l'instant donc Constance Maréchal de Reux, cette volonté d'avoir un signal politique. Peut-être qu'il n'est pas encore vraiment clair ce signal. Jivka, vous êtes toujours là? J'ai commencé à vous parler avec un micro fermé. Oui, vous dire que toute la problématique est là. Les signaux, c'est très important. Très important dans le monde actuel d'envoyer des signaux positifs sur telle ou telle énergie. Encore faut-il qu'on ait la capacité de pouvoir ensuite l'implémenter rapidement, d'en maîtriser à la fois son développement et ses coûts. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça bloque aujourd'hui, c'est que je ne sais pas quelle vision quelle vision aujourd'hui on porte sur ce sujet-là. Et
autant envoyer des signaux, c'est important, mais si derrière, on n'est pas en capacité de l'implémenter rapidement, c'est comme sur les bornes, tout autre sujet. Il faut pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure, Constance, donner une vision, de la visibilité. Et je ne sais pas si aujourd'hui, on est en capacité de le faire sur ce sujet. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement depuis quelques temps et qu'il faut absolument, à l'instar de ce qui a été fait sur d'autres projets, notamment sur l'hydrogène, mettre en place des comités de pilotage, des choses qui permettront de donner une claire, j'allais dire, une ambition stratégique sur ce sujet-là. Oui, merci beaucoup, Jivka. Gabriel Gauthier, est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet? Oui, donc j'ai pas évoqué parce que j'avais que 5 minutes en entrée, mais bien évidemment, tout ce qui est biofuel, bio et bio-GNV est très important pour nous, et donc nous le développons. Toujours avec cette problématique, comme on disait de poulet-l'œuf. On a des stations de GNL, de GNV, etc., surtout Benelux, Allemagne. On a racheté même des distributeurs dans ce domaine-là. Donc, en ce qui concerne le biogaz, on a des initiatives en cours pour développer cette activité importante. Donc, nous, on y croit également beaucoup et on pousse ça. Mais effectivement, comme d'autres, ça arrivera et ça arrivera avant, je pense, l'hydrogène dans un certain nombre de… Alors, en même temps, vous avez des questions là-dessus, sur le fait que c'est quand même beaucoup plus cher, hein, un véhicule professionnel GNC est 30% plus cher qu'un véhicule Euro 6, un bus électrique jusqu'à 50%. Qui paye ce surcoût, dit la personne? C'est une bonne question, hein, il y a quand même toujours une question de prix quelque part. Oui, hein. c'est sûr. Qui paye le coût de cette transition énergétique? Ça, c'est vrai également pour l'hydrogène, c'est vrai pour tout. C'est vrai. Oui, donc là-dessus, voilà, Zivka, qu'est-ce que le politique va devoir faire là-dessus? Est-ce que c'est un prix du carbone? Est-ce que c'est une réglementation? Voilà. Oui. Est-ce qu'on décide de faire comme on l'a fait pour les véhicules électriques des particuliers, de dire qu'on met en place un bonus écologique lorsqu'on se lance dans ce type d'achat? C'est toute la question autour de la transition écologique. Est-ce qu'on le fait sous forme de contrainte ou au contraire d'incitation? D'incitation, oui. Sachant qu'on a vu que la contrainte, ça n'avait pas forcément très bien marché avec les gilets jaunes. Hein, donc, Non, en effet. C'est sûr. Il faut plus se dire, voilà. Donc, d'autres questions, effectivement, arrivent sur cette volonté donc, de passer au numérique dans toutes les filières, hein, finalement, et notamment la filière fluviale, bien engagée dans sa transition numérique, qui est très importante pour ce secteur-là. C'est quelque chose qui ressort de vos interventions. Voilà, donc développer également ce transport fluvial. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé tout au long de cette matinée. On s'est beaucoup intéressé évidemment au transport routier, à la voiture. On a parlé beaucoup du ferroviaire. Bon, c'était le thème de notre deuxième table ronde. Mais sur le fluvial, est-ce que justement avec le numérique, il n'y a pas, on va dire, quelque chose à imaginer qui lui permette peut-être de reprendre une place qu'il a peut-être un peu perdue quand même? Allez, enfin, je ne sais pas si quelqu'un voulait prendre la parole sur ce sujet. En tout cas, il y a un gros travail qui est fait, notamment avec VNF. Et le transport fluvial participe aussi à la modernisation de son réseau, à l'automatisation de beaucoup j'allais dire, de ces postes, notamment au niveau des écluses. On a vu ça au niveau du budget cette année. De dire que dans le cadre du plan de relance, il y a également 150 millions qui sont mis sur la table pour aider le transport fluvial à être accompagné dans cette transition écologique. Et puis ici, en parlant de signal tout à l'heure, il y a un signal qui a été envoyé encore une fois dans le cadre de la loi mobilité sur notamment le gros projet, le canal Seine-Nord, qui a un gros projet de transport fluvial et qui est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui utiliser un moyen de transport qui est sous-utilisé. Parce qu'autour de Paris et ailleurs, on a des grosses capacités et il faut qu'on puisse accompagner ce secteur au titre comme les autres secteurs dans la transition écologique et voir comment on peut en augmenter ses capacités. Oui, il y a l'axe Seine aussi qui pourrait être davantage développé. Hein, donc,
certains participants l'avaient noté. Alors, je note des remarques, parce qu'il y a une sorte de discussion parallèle aussi qui se fait entre vous. Hein. Quelqu'un qui a dit le fluvial est déjà en grosse croissance depuis 3 ans. Mais c'est vrai, quelqu'un d'autre lui répond, mais on n'en parle pas assez, ce qui est clair. Hein. Donc, il faut communiquer là-dessus, on le voit. Et merci de ces remarques. Quelqu'un d'autre qui dit l'automatisation des transports démarrera par le fluvial. Alors, une autre question qui vient d'arriver là sur. Je suis étonnée qu'on en soit encore à se poser la question de qui paye. Ne payerons-nous pas tous finalement quand le système s'emballera? La notion de One Health avec la pandémie ne devrait-elle pas être davantage prise en compte, effectivement? Toujours des questions des remarques sur le fluvial avec l'horizon des JO 2024, évidemment, qui sera un levier. Et sur le canal Seine-Nord, eh bien, il faut l'accompagner parce qu'il faut être mis en circulation, pouvoir dégager les routes. Donc, fluvialisons le chantier Seine-Nord, vous dites. Voilà, effectivement. On voit beaucoup de remarques là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui. Peut-être quelque chose sur le transport par bateau, mais plutôt également maritime. Alors, parce que je vous ai dit que nous, on regarde beaucoup la transition vers d'abord des bateaux qu'on utilise pour nos produits, mais également du transport maritime. Et ça rejoint peut-être ce que je disais. Donc là, on va aller et on regarde déjà sérieusement l'ammoniac qui est fait à partir d'hydrogène et le méthanol, au-delà du GNL. Et ça rejoint le sujet que ça se fera, et donc on a déjà des projets en cours, avec cette alimentation d'ammoniac ou de méthanol pour un transport par bateau plus propre, autour de hubs et de ports. Alors, quand on parlait du canal Seine-Nord, ça rejoint, on a des projets, nous également, de capter. Alors, tout ce qu'on fera, ça sera quand même. Donc, ces hubs, ce seront des hubs de décarbonation de l'industrie lourde, de production d'hydrogène en captant peut-être le CO2 de la production massive d'hydrogène qui est fait sur les ports aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a souvent une production ou pour des entreprises, comme je vous ai dit, raffineries, etc. Et c'est autour de ces hubs que vont se développer peut-être des stations également pour les bateaux. Et on est en train de discuter également autour de tous les ports de la Seine d'un hub de ce qu'on appelle le CCUS. On peut aimer ou pas aimer, mais enfin, l'avenir de notre industrie lourde passera par le captage de son CO2. On ne pourra pas faire et atteindre le scénario 2 degrés sans capter le CO2. Et donc, autour de ces hubs portuaires, où on fabriquera de l'hydrogène propre, on pourra avoir une alimentation également du transport maritime, voire fluvial, plus propre. Voilà, donc je voulais juste signaler ça. Et ça passe par quoi ? Nous, on plaide vraiment pour un prix du carbone. Il faut une incitation. Et les pays que l'on voit, puisqu'on est présent dans un certain nombre d'autres pays, notamment les Pays-Bas, qui sont quand même également une grande nation maritime pour la décarbonation du transport maritime, ils ont d'emblée affiché un prix du carbone à échéance 2030, 35, 40, prévisionnel, et les industriels savent que de toute manière, ils paieront plus cher s'ils ne décarbonent pas aujourd'hui que les investissements qu'ils feront pour se décarboner et envisager les investissements nécessaires à la décarbonation aujourd'hui. Voilà. Donc le signal prix du carbone, je crois qu'on ne l'évitera pas. Et si on pouvait avoir quelque chose au niveau européen, on est encore plus. Et au lieu d'avoir des marchés qui sont assez disparates sur le prix du carbone, ça serait quand même mieux. Oui, peut-être, Constance, vous entendre sur justement cette question du fluvial, d'autant qu'on a encore beaucoup de remarques. Hein, donc, quelqu'un qui nous dit que sur l'axe Seine, en ce moment, il y a un travail qui est fait à un schéma directeur des carburants alternatifs, avec un impact important donc, pour Rouen plutôt, hein, et pas forcément pour Le Havre. Et effectivement, donc, le report modal, dit quelqu'un d'autre, du fluvial du port de Rotterdam est supérieur à tout le trafic conteneur du port du Havre. Voilà, donc. Effectivement, beaucoup de remarques là-dessus. Votre avis, Constance, sur ces remarques, ces questions? Oui, effectivement, le mode, notamment pour les marchandises, le mode fluvial, au même titre que le mode ferroviaire, est un mode massifié écologique que l'on doit et que l'on souhaite favoriser, et qui n'est pas au niveau de ce qui pourrait être dans d'autres pays. Alors peut-être, c'est pas tout à fait les mêmes raisons, mais si on est au niveau actuel, c'est un mode qu'on cherche à développer depuis de nombreuses années. C'est que les raisons sont nombreuses et complexes, un peu comme le député M. Adam l'avait indiqué pour le ferroviaire.
Et peut-être que l'une des façons de bien appréhender le sujet, c'est de ne pas se limiter au sujet de l'infrastructure et du bateau, à la voie d'eau, mais à bien apprendre le sujet dans son ensemble. Quand on parle de transport ou de logistique, on est d'un point A à un point B, et la partie fluviale, même si elle peut éventuellement représenter 90-95% du trajet, ne comporte, enfin, d'ailleurs, comme le ferroviaire ne comporte pas l'ensemble du sujet. Et donc, pour avoir une vision globale, il faut, en plus des réflexions sur la partie voie d'eau, sur l'électrification des quais, sur les bateaux, réfléchir au stockage, aux éléments qui vont permettre aussi de passer en intermodal, de faire le dernier kilomètre. Et par exemple, si on veut développer le fluvial à Paris, alors on est sur des domaines très serrés, sur de l'ultra-urbain, le bateau, il va partir peut-être du Rouen. Si on veut qu'il arrive à Paris, il faut qu'à Paris, on puisse le décharger. Il faut qu'à Paris, il y ait un espace, un foncier qui n'est pas forcément immense, mais un minimum de foncier disponible pour pouvoir passer du mode fluvial au mode routier qui permet le dernier kilomètre. Et donc, il faut bien, pour offrir une solution complète au chargeur qui a besoin de pouvoir amener de façon fluide et organisée et ponctuelle l'ensemble de son flux du point A au point B. Et donc, je pense que peut-être que pour rajouter quelque chose qui était peut-être un peu moins dans la réflexion sur l'utilisation du mode fluvial, c'est de bien coupler avec tous les sujets de foncier. Donc, notamment, si on veut faire de la logistique urbaine fluviale sur le foncier en centre-ville, et avec effectivement le grand projet du canal Seine-Nord-Europe, si on veut que ce canal soit utilisé, il faut dès maintenant prévoir les lieux de fixation des produits qui permettront, que ce soit proche de Paris ou en amont, de fixer les flux proches du fluvial. Il faut que les terrains proches de la voie d'eau soient en priorité ou avec des avantages dédiés aux acteurs qui utilisent la voie d'eau. Mais on ne peut pas réfléchir le mode fluvial sans réfléchir aux points de fixation qui permettent l'utilisation de ce mode fluvial, qui sont soit des usines, si on parle de BTP, de raffineries, soit les entrepôts, si on est sur la logistique plus conteneurisée. Oui, merci. Effectivement, il y avait une remarque tout à l'heure, quelqu'un qui disait il faudrait faire se rapprocher VNF et SNCF qui travaillent davantage. Effectivement, beaucoup de remarques également hein, de votre part, tous les participants sur le côté effectivement écologique de ce transport fluvial, hein, puisqu'il permet d'éliminer énormément on va dire de dégagements qui sont mauvais pour l'environnement. Donc, également d'autres remarques sur les expérimentations qui sont faites en ce moment. Port de Paris expérimente avec Fluide, je crois, hein, de nouvelles solutions. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses visiblement dans les infrastructures fluviales qui sont en train de se mettre en place. Et quelqu'un me signale que VNF et SNCF Réseau vont signer des accords de partenariat. Donc effectivement, on peut se dire que les choses avancent sur cette question. Donc, on le voit, merci, hein, beaucoup de questions sur ces expérimentations. On s'approche bientôt de la fin de notre table ronde. Peut-être un dernier tour de table, justement, pour vous demander s'il fallait retenir, on va dire, quelques éléments principaux par rapport à ces innovations au service de l'environnement. Quelles sont-elles? Peut-être démarrer, on laissera Gifka conclure hein, en tant que présidente de cette table ronde. Peut-être avec vous, Jean Deté. Des idées, il y en a beaucoup. La difficulté qu'on voit, c'est vraiment de les mettre en œuvre, parce qu'on a les annonces. Et la grande difficulté, et ce débat, c'est exactement ça, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, publics, privés, agissent ensemble de façon à offrir de véritables solutions. Et la véritable solution, c'est qui va être adoptée par le public. Et c'est ça, il faut qu'on pense aux concitoyens, parce qu'on ne va pas forcer les gens. Donc il faut qu'on travaille les uns et les autres pour apporter quelque chose qui va être séduisant à l'arrivée. Et il y aura un coût, c'est évident. Il faudra partager le coût. C'est clair que quand la LOM nous demande d'avoir 10% de véhicules électriques et que parallèlement, il n'y a pas les infrastructures, eh ben, on va avoir besoin d'aide, nous, Europcar Mobilité Group, pour ces infrastructures. Mais ça, c'est un tout petit exemple et on peut le multiplier pour l'ensemble des créneaux. On parlait tout à l'heure du biocarburant. Le biocarburant, Europcar Mobilité Group est complètement agnostique par rapport à la solution. Mais encore faut-il que la solution, elle soit réellement présente et elle nous permette de répondre aux différents cas d'usage. Et on revient à ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, la poule et l'œuf.
Est-ce que c'est la réglementation qui doit pousser les choses? Probablement dans un certain nombre de cas. Ce sont les acteurs qui vont le pousser dans d'autres nombres de cas. Mais c'est clair qu'il va falloir qu'il y ait un meilleur partage et une meilleure planification de l'ensemble de ces actions pour pas qu'on se retrouve avec un certain nombre d'actions en silo, mais qu'à l'arrivée, on n'ait pas la solution qui soit adéquate. Et quand on parlait du fluvial tout à l'heure, c'est exactement ça. Si on a un bateau qui part, très bien, encore faut-il que les camions puissent arriver au bon endroit pour décharger la marchandise et puis qu'elle soit rechargée plus loin. Puis si elle est rechargée en ville, il ne faut pas qu'elle soit rechargée dans un camion diesel. Et tout ça, ça se prévoit un petit peu à l'avance. Donc de formidables enjeux devant nous. Au moins, on a tous du travail. C'est passionnant, mais il faut qu'on se parle probablement mieux, plus en amont, et qu'on partage de façon meilleure les choses. Merci Jean Deté pour ces mots de conclusion. Gabriel, Constance, et puis on terminera avec Jivka. Gabriel Gauthier, peut-être? Oui, non, je rejoins ce que vient de dire Jean. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, plus qu'un accompagnement, il faut un signal, une visibilité long terme des pouvoirs publics. Donc, c'est clair que tous les investissements qu'on pourra faire dans le green seront liés à ça, dépendront de ça en territoire, avec des partenaires publics-privés, on l'a vu, pour la mise en place des infrastructures nécessaires, que ce soit pour le GNV, le GNL ou les bornes de recharge. Merci beaucoup Gabriel Doté. Constance Maréchal Dereux pour cette conclusion de table ronde. Je vais aller assez vite parce que je partage exactement ce qu'ont dit les deux précédents interlocuteurs qui sont effectivement le besoin de travailler ensemble, public-privé. Quand on parle du privé, c'est l'ensemble des acteurs aussi. Parce que, voilà, moi, je représente plutôt la partie logisticien, transporteur. On est plutôt client, on a besoin de travailler avec les énergéticiens, donc voilà, avec Total, mais d'autres, avec les constructeurs de véhicules, quels qu'ils soient, pour essayer de construire ensemble voilà, l'objectif, le chemin, voilà, le signal, c'est exactement voilà, le bon terme, assurer la visibilité. Et je suis aussi, voilà, même si le fait d'avoir été convié à cette table ronde et quand on voit les réactions, on voit que le sujet, en tout cas chez des gens qui connaissent un petit peu, est bien intégré. Quand on parle de transport et de mobilité, ne pas oublier la mobilité des marchandises. Voilà, on traite souvent de la mobilité des voyageurs parce que ça touche absolument tout le monde, mais on oublie que la farine, les masques, ils ne se téléportent pas et qu'il faut aussi s'intéresser à la mobilité des marchandises et qu'elle est complémentaire souvent de la mobilité des voyageurs. Et qu'effectivement, sur le sujet ferroviaire, une des grosses difficultés, par exemple, du ferroviaire en marchandises, c'est la concurrence avec le voyageur. Ce qui peut tout à fait se comprendre, mais si on donne la priorité sur l'utilisation des rails SNCF aux trains de voyageurs, on ne peut pas après dire, bah, c'est normal qu'il n'y ait pas de train de marchandises dessus. Parce qu'on ne peut pas faire passer deux trains au même moment, au même endroit. Donc, c'est important d'avoir une vision globale, de la construire tous ensemble et de bien articuler les sujets voyageurs et marchandises. Merci beaucoup, merci Constance Maréchal Dereux. On va terminer donc avec vous, présidente de cette table ronde, Jivka Park. Merci beaucoup tout d'abord à tous les intervenants. Les débats ont été riches et je vous rejoins totalement sur vos conclusions. Les signaux sont importants. Et ce qui est aussi important, c'est bien de planifier les choses pour qu'ils soient acceptés. Voilà, ça, et se donner des objectifs et surtout une trajectoire de comment est-ce qu'on arrive à ces objectifs est important. Et c'était toute l'ambition en fait de la loi sur l'orientation des mobilités, c'est comment est-ce qu'on organise nos transports pour les 10-15 prochaines années à venir sur notamment les sujets de réglementation, de signaux, d'investissement. Tous ces aspects-là sont importants et c'est en ça que la loi d'orientation des mobilités, elle était importante. C'est parce qu'elle permettait de définir une trajectoire tout en prenant en compte les innovations qui sont celles d'aujourd'hui, mais qui pourront exister demain. Et le volet, moi aussi, que je vois important, et tout à l'heure, il a été énoncé, c'est que innover, c'est important. Faire des propositions ou vouloir parfois imposer les choses, c'est difficile. Ce qui est de plus compliqué, c'est comment on fait accepter à nos concitoyens cette innovation et comment on arrive tous
à chacun de nos échelons, de nos prérogatives à s'adapter par rapport à ça. Et l'un des sujets aussi importants qu'on a vu à travers cette table ronde, c'est que tous les transports sont impactés par l'innovation. Et le mot-clé qui ressort aussi, c'est l'intermodalité. C'est qu'on voit bien qu'il n'y aura pas de développement du fluvial si derrière on ne développe pas le ferroviaire. On n'aura pas un développement du ferroviaire si derrière il n'y a pas quelque chose qui est fait sur le transport routier ou le transport aérien. Donc tout est, j'allais dire, entremêlé. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler sur tous ces aspects en même temps au service de nos concitoyens et au service de l'innovation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci Gifka Park. Merci à tous les intervenants de cette table ronde. Merci à vous tous qui avez participé largement et contribué à rendre ces débats justement très interactifs aujourd'hui. Eh bien, au plaisir de se retrouver pour de prochaines rencontres et très bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir.